Le métabolisme, c'est la petite roue interne qu'on a dans le corps qui permet de brûler les calories. Et des fois, elle tourne bien vite. On a des personnes qui sont minces très naturellement. Et des fois, elle est un peu plus lente. Et c'est ce qu'on appelle le métabolisme ralenti, qui est dû à... AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé et à votre silhouette. Ce matin, j'ai invité Sandra Ferreira. Bienvenue. Merci pour cette invitation. 20 ans d'expérience en tant que diététicienne nutritionniste, ce qui équivaut à plusieurs milliers de consultations, nous expliquez-vous. Attention aux usurpateurs de titres. Pourquoi ? Il y a beaucoup de... Ah oui, oui. Dans le monde de la diététique, il y a beaucoup d'usurpateurs. Il y a les diététiciens nutritionnistes, il y a les médecins nutritionnistes qui ne sont pas des usurpateurs, puisque ce sont des titres reconnus par l'HAS et par le Code de la santé publique, mais il y a aussi et attention, je vais m'attirer les foudres, des nutrithérapeutes, des coachs en nutrition, des machin chose, qui, je ne dis pas, sont forcément mauvais, mais n'ont pas forcément de diplôme ou de formation adaptée. Donc, attention. Voilà, votre credo, c'est le numéro Adélie. C'est ça, exactement, le numéro Adélie. Si on le demande, on est censé en avoir un. C'est ce qui permet de savoir qu'on est bien attribué au Code de la santé publique. Vous vouliez être médecin. Qu'est-ce qui fait que vous êtes sorti de vos rêves d'enfant ? Je vais vous dire l'amour, la rencontre de mon conjoint qui a fait que je me suis dit je vais peut-être pas faire aussi long d'études et je vais essayer de trouver quelque chose qui soit en lien avec la santé mais qui me permet de faire un petit peu plus court et être au plus proche de mon mari qui est toujours mon mari. D'accord, c'est la longueur des études qui vous a... J'ai eu peur que ça joue sur mon couple. C'est tout simplement ça. Ah oui, non, mais d'accord, c'est basique. J'ai eu peur que ça joue et en fait avec le recul, c'est ça qui est toujours intéressant, ce qui s'appelle la vieillesse et la sagesse du temps, c'est que je ne regrette aucunement. Parce que je me pose toujours la question, est-ce que à refaire, je referais pareil ? Je referais exactement pareil, j'adore mon métier. Bien. Est-ce que vous avez le super pouvoir d'aider les gens à perdre du poids ? C'est ça, j'ai ce super pouvoir de les aider. Il faut bien dire aider parce que je promets pas... On ne fait pas perdre du poids aux gens. C'est un leurre de croire qu'on fait perdre du poids aux gens. Oui, on ne leur fait pas perdre, on les aide dans la démarche de mieux manger, d'être en meilleure santé. Et j'ai ce super pouvoir et c'est ce qui m'intéressait dans la médecine, c'est de pouvoir aider les gens, tout simplement. C'était surtout ça, mon objectif principal. C'est la découverte d'une maladie chronique qui vous a fait peut-être prendre un nouveau départ dans votre façon de prendre les gens en charge. Qu'est-ce que ça a changé chez vous, finalement, de vous retrouver de l'autre côté du prisme la découverte de cette maladie chronique m'a permis de comprendre la souffrance dans laquelle on pouvait être quand on n'était pas écouté par le professionnel de santé. Parce que malheureusement, je me suis retrouvée face à des professionnels de santé qui allait un petit peu vite. Ça a été compliqué, j'en ai trouvé des très bons, ce qui a fait que maintenant je gère bien ma maladie, mais ça a mis au moins 10 ans. Et donc, c'était extrêmement long et pénible. Et donc, je me dois et je veux être au plus proche de mes patients. Et je leur dis, quand je n'ai pas la réponse, je ne vous laisse pas comme ça dans la nature. On essaye, je vous renvoie vers des professionnels. Voilà, ça m'a changé au niveau de la pratique. L'approche, ouais. De l'approche, oui, tout à fait. Votre expérience, vous la restituez dans un livre qui s'appelle 90 jours pour hacker votre métabolisme chez Vuibert. Pour ceux qui n'aiment pas trop lire, ça existe en version audio. Oui, très bien. Vous êtes nombreux à aimer faire du sport avec des livres audio sur les... c'est chouette la version audio en plus, elle est vraiment chouette. Un livre que vous n'auriez pas pu écrire il y a 20 ans, puisque c'est effectivement le fruit de votre expérience en consultation. Ce sont mon expérience, mes patients. Alors je leur dis merci parce que on a beau avoir un diplôme, c'est eux qui sont formateurs. Après 20 ans d'expérience, plus de 4000 patients, c'est eux qui me permettent d'avoir une réflexion sur l'approche du poids qui n'est pas forcément celle que j'avais appris lors de mes études. C'était très factuel, très technique, et on a après une approche plus globale. L'approche du terrain. Ce qui vous étonne, c'est que trop de personnes encore aujourd'hui se mettent en danger pour perdre du poids et ne se posent pas les questions de l'impact que de faire un régime, on va employer le mot, peut avoir sur leur métabolisme. Pourquoi c'est important finalement de comprendre comment son corps fonctionne avant de se lancer dans une démarche de perte de poids ? Après, je comprends que les personnes qui sont en situation de surpoids ou d'obésité, et je ne veux surtout pas leur jeter la pierre, se sentent mal
dans leur corps, dans leur santé, et ils essayent ce qu'on leur promet, un peu ce qui tombe un peu partout. Mais la problématique première, je pense, c'est de ne pas comprendre ce qui se passe dans notre corps, parce qu'on fait les choses sans être péjorative, bêtement, on veut juste le résultat et on n'essaye pas de comprendre ce qui se passe. Or, si on comprend ce qui se passe dans notre corps, on est vraiment acteur de ce qui se passe, de ce qu'on fait, et l'investissement personnel est bien meilleur. Voilà. C'est en ce sens-là que dans la première partie de mon livre, j'explique comment fonctionne l'organisme pour qu'on comprenne pourquoi, effectivement, il faut des protéines, comment ça marche, pourquoi il faut des glucides, pourquoi sauter un repas, c'est pas forcément idéal, ou pourquoi on peut le faire parfois. Alors vous allez le comprendre dans cette émission, vous n'êtes pas pour les régimes intermittents. Non, voilà, non. Et je voulais que j'explique là tout de suite. Si vous voulez, mais vous clairement, c'est 4 repas par jour, c'est pas le régime intermittent. Non. Qui quand même, elle va en poupe en ce moment. En fait, c'est pas le régime intermittent si on le fait dans un... En fait, ça a été dévié. C'est-à-dire qu'à la base, le régime intermittent, c'est un état d'esprit, une philosophie de vie, de laisser un peu son corps au repos. Maintenant, on fait souvent le régime intermittent pour perdre du poids, alors que ce n'était qu'une conséquence de cette philosophie de vie. Et ce qui me gêne terriblement, c'est quand je vois, moi, des patients arriver avec des régimes intermittents qui, finalement, sont frustrés, se retiennent. On n'est pas du tout dans quelque chose de sain, d'un rapport sain à la nourriture. Un régime intermittent, oui, si ça ne nous coûte pas, si on se sent bien comme ça, je dis franchement oui. Et si on le fait à vie, parce qu'il faut, encore une fois, c'est ce que je précise dans le livre, que perdre du poids, ça ne soit pas juste un petit moment de sa vie. On commence aujourd'hui et on finit jamais, finalement. Perdre du poids, ce n'est pas compliqué, mais en perdre durablement sur la durée, c'est une autre paire de manches. C'est ça, voilà. Alors c'est très simple, je dirais que 100% des personnes sont capables de perdre du poids. Là, demain, c'est très facile de perdre du poids. Ça peut paraître bizarre de le dire ainsi, alors que je suis sûre qu'il y a des auditeurs qui vont dire... attends, elle est rigolote, voilà. Attends, j'ai du mal à perdre 3 kilos. Et qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais c'est totalement possible si on s'y met à fond. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire s'y mettre à fond? Ça veut dire être restrictif, faire du sport peut-être à outrance, se frustrer, et on ne tient pas à moyen et long terme. Et on sait aujourd'hui que, dans 90% des cas, au bout de 2 à 5 ans, quelqu'un qui a fait un régime restrictif va reprendre tout le poids, voire plus. Donc, c'est pas au sens du régime alimentaire qu'il faut faire. Enfin, il faut aller plus loin et prendre en considération ce que j'explique dans le livre, tous les aspects externes à la diététique. Est-ce que j'ai bien compris votre livre si je dis que votre livre s'adresse à ceux qui ont un métabolisme lent que vous voulez hacker? Il s'adresse à tous ceux qui pensent avoir un métabolisme lent, parce que parfois ils ne le savent pas, donc ça va permettre de les éclairer. Mais si on a un métabolisme normal, finalement, est-ce que ça fonctionne, votre méthode? Mais oui, pour ne serait-ce qu'être gage de bonne santé. C'est-à-dire que là, on parle de perte de poids, mais ce que j'explique dedans permet au moins d'être en bonne santé. Ça ne dit pas que dans 5 ou 10 ans, le métabolisme ne va pas se ralentir. Ça permet de prévenir tout ça, effectivement. Donc, j'ai envie de dire, ça s'adresse à tout le monde, avec un petit plus pour les personnes qui ont plus de 35, 40 ans, qui commencent à avoir le corps qui change. Et le métabolisme qui se ralentit. Oui, qui probablement se ralentit dans la plupart des cas, plus ou moins. Des fois, c'est pas suffisant pour en avoir besoin, ne pas avoir besoin de mes conseils, mais très souvent. C'est quoi, si on vous pose la question, c'est quoi le bon ratio de kilos à perdre par mois? Combien de kilos par mois serait pour vous dans l'idéal, voilà, pour une démarche réussie dans la durée. Ouais. Alors, je vais donner un chiffre, mais encore une fois, ça reste une moyenne. Autour de, ça va paraître peu à vos auditeurs, 1 à 2 kilos par mois. Ça, on est dans... Ne me faites pas cette tête. Vous ne vendez pas du rêve, là. Non, alors ça, les patients qui viennent me consulter, ils le savent. Je ne vends jamais du rêve. Je préfère dire la vérité que vendre du rêve. Alors, ça marche très bien, vendre du rêve, mais moi, je veux pouvoir me regarder dans un miroir. Parce que les gens veulent que ça se voit tout de suite, quand même. Ouais. C'est faisable. Par contre, je sais le faire. La perte de poids, je sais la proposer pour que ça se voit très vite. Mais moi, je veux vraiment travailler sur le moyen et long terme. Et comme je dis à mes patients, j'aimerais être la dernière diététicienne de votre vie. C'est-à-dire qu'on aura réussi ce travail
travail, 1 à 2 kilos par mois. Alors j'explique que c'est une moyenne, qu'au début on perd souvent plus, qu'après ça se ralentit, qu'il y a des périodes de palier où ça ne bouge pas et puis après ça repart. Mais pour que ça soit sain, 1 à 2 kilos par mois, tout dépend aussi du poids duquel on part. Si on est en situation d'obésité, on va un peu plus vite quand même. Ouais. Comprendre la clé, comprendre le fonctionnement de son métabolisme, donc c'est la clé de la réussite. Qu'est-ce qu'il faut comprendre du métabolisme ? Il faut comprendre du métabolisme qu'il est ralenti par déjà la fonte musculaire. C'est-à-dire que plus on vieillit, et quand je dis vieillir, on commence à vieillir au niveau du métabolisme autour de 30 ans. Finalement, on commence à vieillir dès qu'on est sorti de l'adolescence, mais je ne vais pas quand même paniquer tous les auditeurs. 30, 35, 40 ans, on a tendance à perdre de la masse musculaire, 1% de sa masse musculaire, et le muscle, c'est ce qui permet de brûler finalement, parce que le métabolisme, quand même pour rappel, on va définir déjà, parce que, oui. et ça c'est très intéressant dans votre livre, vous expliquez ce que c'est que déjà ce qu'on appelle un métabolisme de base, voilà. Basal. Exactement, le métabolisme, qui est un mot qu'on utilise partout, et je pense que 80% des gens ne savent pas trop ce que c'est, sont toutes les réactions chimiques de notre corps qui permettent d'utiliser l'énergie, la matière, ce qu'on mange, en énergie. Alors en explication, ça donne quoi ? Dit comme ça paraît pas encore bien plus clair. En explication, et c'est comme ça que je dis, le métabolisme, c'est la petite roue interne qu'on a dans le corps qui permet de brûler les calories. Et des fois, elle tourne bien vite. On a des personnes qui sont minces très naturellement. Et des fois, elle est un peu plus lente. Et c'est ce qu'on appelle le métabolisme ralenti, qui est dû à certaines causes dont on va parler juste après. Et donc, le métabolisme basal, le métabolisme de base, c'est ce que votre corps dépense quoi qu'il arrive pour faire fonctionner vos poumons. Il faut bien, quand on respire, ça dépense de l'énergie, ça on le sait pas forcément, mais ça dépense. Le fait là d'être assis plutôt qu'allongé, on dépense un peu plus d'énergie, mais le métabolisme basal est vraiment... Bougez vos mains là comme vous le faites, ça marche pour le métabolisme. Oui, je le fais pas exprès, mais effectivement, c'est ce qu'on appelle le NEAT, le Non-Exercise Activity Thermogenesis, désolé pour mon anglais, qui est toutes ces petites activités qu'on a au quotidien. On ferait l'émission là aujourd'hui debout, on aurait une dépense énergétique un peu plus forte. On sait qu'on dépense 20% de plus d'énergie quand on est debout plutôt qu'assis. Je sens que vous allez faire vos émissions debout. Je sens qu'on va changer la façon de travailler. Ouais. Attendez, avec un petit tapis de marche en même temps que vous faites les émissions, on est parfait. C'est vrai. Mais c'est vrai que bouger, être actif quand on est à un travail de bureau, c'est les conseils que je donne de se lever toutes les demi-heures pour aller boire un petit verre d'eau. Tout ça va augmenter le métabolisme et l'aider à fonctionner un peu mieux parce qu'il ralentit avec le temps. Alors, on a tous un métabolisme de base qui n'est pas le même en fait. Non, parce que c'est un calcul, un joli calcul savant que vous retrouverez dans le livre. Ça, Est-ce que vous voulez que je vous le dise ou les gens regarderont dans le livre ? Non, allez-y, au moins on leur a dit. Alors, je vais le dire, prenez note si vous le souhaitez. Alors, il y en a plusieurs. Moi, j'aime bien la formule de Black qui est donc le métabolisme de base pour les femmes. C'est 0,963 qu'on multiplie par le poids élevé à la puissance moins 0,13, qu'on multiplie par la taille élevée à la puissance 0,5 et ensuite qu'on multiplie par l'âge élevé à la puissance 0,48. C'est magnifique. Hein, Alors, j'imagine qu'il y a plein de moteurs de recherche qui vous permettent de le calculer sur Internet. Bien sûr. Voilà. Et pour l'homme, on commence par 1,083 au début. Bon, ça, c'est des calculs que je fais, moi, en consultation pour voir un peu comment c'est des formules, le métabolisme. Ça donne une idée, attention. C'est pas quelque chose d'infaillible, mais ça donne une idée, ça prend en considération le poids, la taille, l'âge et le sexe. Alors vous, par exemple, vous avez un métabolisme vous connaissez... je pourrais même pas vous dire le... c'est vrai ? Vous l'avez pas fait sur vous ? Il n'y a rien. Si, je l'ai fait, mais je l'ai pas retenu. Ça fait quoi ? C'est 1800, 2000 ? Ah non, on est plus bas. Le métabolisme de base, on va se trouver autour de 1100, 1200 kilocalories, parce qu'à ce métabolisme de base, il faut rajouter, attention, accrochez-vous, un NAP, donc c'est un niveau d'activité physique, qui est un chiffre, qui est de 1,2 si on est très sédentaire et ça peut monter à plus d'1,9 si on est extrêmement sportif. Et là, vous avez votre dépense énergétique journalière qui, chez moi, est autour de 2000 kilocalories par jour. D'ailleurs, la moyenne chez une femme, c'est autour de 2000-2200. Donc, finalement... c'est ce que votre corps brûle tous les jours, en gros. 2200 calories. Voilà. D'accord. Et pour perdre du poids, en théorie, il faut créer un déficit calorique, c'est-à-dire ou manger moins que ce qu'on dépense ou dépenser plus que ce qu'on mange. Donc, pour traduire un peu concrètement, sur 2000 calories, voilà ce que je fais comme travail. Je diminue d'un tiers
la valeur, la DEJ, la dépense énergétique journalière. Donc, tout simplement, je prends 2/3 de 2000 qui me donne une valeur énergétique et je vais descendre un petit peu les apports énergétiques. C'est quoi, il faut diminuer quoi, de 10-20% à peu près On est un tiers, ouais, à peu près 30%. Mais c'est à peu près. Attention, sont que des chiffres très généralistes. Non, voilà, ouais, c'est ça. C'est pas, ça n'a pas vocation à être respecté. Oui, surtout pas. Surtout pas. Ouais. Oui. Mais voilà, un peu l'idée. Maintenant, il n'y a pas que l'alimentation, pas que ça, et c'est ce dont je parle dans le livre. Alors c'est la rentrée, autant prendre les bonnes habitudes maintenant. J'ai invité Sandra Ferreira, qui est diététicienne nutritionniste et qui publie 90 jours pour hacker votre métabolisme chez Vuber. Hacker, comment est-ce que vous le traduisez ? Hacker, détourner son corps pour réussir à le faire mieux fonctionner. Voilà, je dirais ça. Pirater, oui, ça c'est voilà. Sauf qu'on essaye de pirater avec des techniques, pas de pirates, des techniques légales. Bien, alors on était en train d'évoquer avec vous avant la pause ce que c'était le métabolisme basal. Donc les hommes ont un métabolisme naturellement plus important que celui des femmes. Oui, parce que vous, les hommes, vous avez naturellement plus de masse musculaire, plus de masse maigre, de muscles tout simplement. Et que c'est une des clés d'ailleurs pour hacker le métabolisme, c'est d'avoir suffisamment de masse musculaire. Donc les hommes, naturellement, pour la même taille qu'une femme et le même poids, aura plus de muscles et donc un métabolisme plus rapide. Même quand on est au repos et qu'on dort, on brûle. On brûle, ouais. Oui, c'est important. On se retourne d'ailleurs dans le lit la nuit, mais même si on ne bougeait pas, ne serait-ce que pour la respiration, pour faire fonctionner le cerveau, faire battre le cœur, on a besoin d'énergie quoi qu'il arrive. On n'est pas jamais à zéro, sinon on est mort. Qu'est-ce qui influence notre métabolisme ? Alors, on a l'alimentation qui va l'influencer et l'activité physique. Ça, c'est finalement ce que la plupart des personnes comprennent et savent. Voilà. Ce qui va aussi jouer favorablement dans le métabolisme, c'est par exemple la gestion du stress. Je vais citer celui-là pour commencer. Quand on est stressé, on en entend souvent parler, on entend qu'on sécrète, alors je parle de stress chronique, une hormone qui s'appelle le cortisol. Qui ferait grossir. Alors attention, le cortisol, c'est pas non plus un ennemi, on en a besoin heureusement. C'est ce qui permet, quand il y a une voiture qui vous fonce dessus, que vous puissiez faire un cran en arrière pour pas vous faire écraser. C'est une hormone du stress, elle est importante. Il faut pas se dire qu'il faut pas du tout de cortisol. En revanche, d'être tout le temps sous l'effet de stress chronique, finalement, pour des raisons pas aussi importantes qu'une voiture qui vient pour vous écraser, mais parce que la charge mentale au quotidien, on pense à ceci, les transports, tellement de choses. Là, ça devient problématique parce que le corps n'est pas censé être sous cortisol en permanence. Et donc va se mettre à stocker des graisses alors qu'il n'y a pas de danger immédiat et pas besoin d'énergie. C'est là où ça devient chronique. Voilà, c'est là où ça devient chronique et ça devient embêtant pour le métabolisme qui finalement va stocker des graisses et va se ralentir parce que en général quand il stocke des graisses, il va un petit peu faire de la place en enlevant un peu de masse musculaire. Et comme je le disais, la masse musculaire est importante pour avoir un métabolisme adéquat. Qu'est-ce qui influence encore le métabolisme ? Alors, par exemple, la ménopause. Ah, parlons de choses qui fâchent. Donc la ménopause, effectivement. Ça fâche plus la ménopause maintenant. Ça fâche plus, mais quoique, oui, on en parle de plus en plus. Mais c'est important de déculpabiliser les femmes et de se dire que oui, à la ménopause, c'est vrai, il y a une chute brutale des œstrogènes, donc les hormones féminines, qui font que, mine de rien, donc déjà il y a un stockage qui va venir se faire plutôt au niveau abdominal, donc ce qu'on appelle le stockage androïde, et ce stockage abdominal va créer, en fait il y a une espèce de cercle vicieux, va créer une plus forte résistance à l'insuline, donc ce qui fait que les graisses se répartissent mal. Ce stockage abdominal peut parfois créer ce qu'on appelle un syndrome métabolique. Je vais vous éviter tout le côté complexe. Non, mais vous pourrez nous le définir, parce que c'est parce qu'on parle de plus en plus du syndrome métabolique. Alors je vais le définir juste après. Et puis la baisse des œstrogènes, on a remarqué que ça faisait un peu plus augmenter une autre hormone qui est la gréline, qui est l'hormone de la faim. Parce que comme la graisse se stocke un peu plus au niveau du ventre et que la gréline et la leptine, qui est l'antagoniste, qui est l'hormone de la satiété, sont sécrétées
par la graisse, justement, et bien, plus de graisse va faire qu'il y aura plus de sécrétion, certes, de leptine, mais aussi de gréline, l'hormone de la faim. Donc, on a un peu plus faim. Je ne sais pas, chère auditrice ménopausée, on a tendance à avoir un peu plus faim et à avoir un métabolisme ralenti parce qu'il y a moins de muscles aussi. C'est la grosse problématique. Même si, de toute façon, on ne change pas ses habitudes alimentaires, qu'on continue à s'entraîner de la même façon. Très bonne remarque. Effectivement, même si on ne change rien, on va avoir tendance à prendre un petit peu de poids. C'est une période où il faut justement agir. Alors, pas forcément manger moins, mais mon conseil, c'est de faire de l'activité physique, mais pas n'importe laquelle. On sait maintenant que les activités dites de musculation, donc aller faire ou de la musculation en salle ou du pilate, enfin en tout cas d'activer sa masse musculaire plutôt que de faire de l'endurance, c'est essentiel, surtout au moment de la ménopause et de la périménopause. Parce que c'est le muscle qui brûle encore. Et oui, voilà, le fameux cercle. Alors, pour mettre tout le monde d'accord, vous parlez de la ménopause, mais vous parlez aussi de l'andropause, messieurs. J'allais en parler. Oui, on n'oublie pas les messieurs. L'andropause, c'est pareil. Ouais. Un peu moins fort, les hommes s'en rendent un peu moins compte, mais et on ne les oublie pas, ces messieurs, qui, pareil, c'est le même système, en fait, comme il va y avoir une chute de testostérone, on a aussi tout un phénomène au niveau de la gréline et de la leptine, donc les hormones de faim et de satiété qui vont être un peu perturbées, et globalement, la roue interne, donc ce fameux métabolisme, va un petit peu se ralentir, avec une prédominance de surpoids au niveau abdominal, encore une fois. Et fonte des fesses. Et fonte des fesses. La fonte des fesses. Voilà, la fameuse. Mais non, mais on rigole avec ça. On rigole. Autant en rire, puisque c'est malheureusement le cas de grande majorité des personnes. Combien est-ce que vous distinguez de sortes de métabolisme, vous, en gros ? Moi, j'en distingue 3. Le métabolisme lent, ce dont on parle, les métabolismes rapides, puisque finalement, et ce qui peut être aussi très problématique, les personnes qui ont un métabolisme rapide sont souvent très très minces, voire maigres, alors qu'ils font tout pour ne pas forcément être minces, et c'est aussi problématique, mais dans l'autre sens. Il y en a beaucoup qui vont dire que c'est une chance. Il y en a beaucoup, bien évidemment. Ouais. Mais on ne se rend pas compte de la détresse dans laquelle... Alors, j'en ai un au cabinet de personnes qui n'arrivent pas à prendre du poids, qui se trouvent trop maigres. Ça peut être une souffrance physique, surtout, par rapport à la morphologie. Et puis après, le métabolisme dit normal. Je vais le mettre entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de normalité au sens que les autres sont anormaux. Finalement, pour ceux qui nous écoutent, comment savoir dans quel type de métabolisme on se situe ? Alors, il y a d'ailleurs un petit test dans le livre, mais en gros... Avec des questions cette fois-ci, il n'y a pas de formule barbare. Ah oui, il n'y a pas de formule barbare là. Juste des questions très simples. C'est plus facile, ouais. Des questions très simples, A, B et C. Mais en gros, métabolisme lent, les indices sont déjà, prendre du poids facilement alors qu'on n'a pas spécialement changé sa façon de s'alimenter. On a tendance à se sentir fatigué, même après une bonne nuit de sommeil, on se réveille, on se sent fatigué. Alors attention, ça peut être bien d'autres choses que ça, mais ça donne déjà une piste, même fatigué en journée. On va avoir tendance à avoir froid, toujours les mains un peu froides, les pieds froids, un peu frileux, mine de rien. En fait, le métabolisme, comme il est au ralenti, il dégage pas la même chaleur. Globalement, ça va être les 3 points les plus essentiels, et on ne mange pas forcément beaucoup. Souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas un grand appétit et qui pourtant ont des problèmes de poids. D'ailleurs, c'est une des raisons des métabolismes qui se ralentissent, c'est aussi les régimes restrictifs dont on a parlé tout à l'heure. Parmi les causes, ce qui agit sur le métabolisme, alors vous dites l'hydratation, ça a un rôle important sur le métabolisme. En quoi est-ce que l'hydratation, ça influence le métabolisme ? L'hydratation est importante, et je veux surtout pas qu'on ait à l'esprit que boire de l'eau permet de diluer les graisses ou d'éliminer les graisses. Ce n'est pas ça. En revanche, boire de l'eau alors que notre corps est composé à plus de 60% d'eau, c'est important. Encore une fois, on apporte ce qu'il faut à notre corps pour qu'il fonctionne correctement. Et quand on boit suffisamment d'eau, notre corps, toute cette centrale énergétique va mieux fonctionner. Tous les systèmes, j'en parle au début du livre, on a 10 systèmes fondamentaux dans le corps, et tous les systèmes vont bien fonctionner, que ce soit le système respiratoire, le système circulatoire, le système rénal et tous les autres. C'est vrai que c'est la même question de savoir combien de kilos on doit perdre par mois, combien est-ce qu'on doit boire par jour. Ça, c'est une question qui revient... mais j'ai une réponse. Qu'est-ce qu'on doit boire par jour pour être bien hydraté, en fait, finalement ? J'ai une réponse, on va dire, très chiffrée, puis une réponse visuelle. Je vais vous faire les deux. La réponse chiffrée, c'est les fameux 1,5 litre d'eau par jour, qui, attention, sont une moyenne, c'est un repère. Des personnes auront besoin d'1 litre, d'autres de 2 litres. Et donc, d'où
ma deuxième réponse, qui est une réponse visuelle, pas très glamour, mais regardez la couleur de vos urines. Si elles sont jaune pâle au quotidien, on est plutôt pas mal. Si elles sont jaune foncé, c'est que ça manque d'hydratation. Et si elles n'ont plus du tout de couleur, c'est qu'on boit trop, c'est pas forcément utile. Voilà, c'est pas glamour, mais regardez la couleur de vos urines. Comme il est important aussi, et on en parlera certainement au moment où on parlera des microbiotes. On est toujours dans le glamour là. Oui, j'allais vous dire de regarder vos selles, de regarder vos selles. Oui, il faut en parler. C'est vrai que c'est assez tabou. Alors en France, oui, complètement. Regardez le dépistage du cancer colorectal et vous comprendrez pourquoi c'est tabou. Alors c'est vrai que moi je suis au contact au quotidien de tout ça, mais dès que je me mets à montrer l'échelle de Bristol à mes patients, qui est une petite échelle où il y a des petites photos de selles, faut dire ce qui est, je sens un recul du patient et j'essaye de les détendre parce que c'est gage de notre santé de regarder nos selles et nos urines. Voilà, je le dis et je le clame haut et fort. Bien, c'était l'instant glamour. C'est ça. Le sommeil également est important sur le métabolisme. En quoi est-ce que le sommeil agit-il sur notre métabolisme ? Il y a plein d'effets. Déjà, si on ne dort pas suffisamment, et ça, tout le monde va le comprendre, on a tendance à être fatigué. Et si on est fatigué, on a tendance à moins bouger, à avoir moins envie d'aller faire du sport, et rebelote, on est dans le cercle vicieux de la masse musculaire qui ne s'active pas, et donc on brûle moins, tout simplement. Ça, c'est vraiment le principal. On a remarqué aussi que quand on ne dort pas suffisamment, là, à coup sûr, et certains auditeurs vont se reconnaître là-dedans, on a beaucoup plus faim après, dans la journée. On a tendance à avoir plus envie de grignoter, tout simplement parce que notre corps va sécréter beaucoup plus d'hormones, la gréline, qui est l'hormone de la faim. Donc, manque de sommeil, sécrétion d'une hormone de la faim, beaucoup plus la journée qui suit. Donc ça, plus le fait d'être fatigué et de pas trop bouger, ça n'arrange pas le tout. Principalement pour ces deux raisons. Oui. Beaucoup vous disent que finalement, c'est une question d'hérédité familiale et donc on hérite du métabolisme de ses parents. Ça, c'est plutôt vrai, et c'est la seule chose qui n'est pas irréversible. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de génétique, d'hérédité familiale, où en tout cas, à l'heure actuelle, on ne sait pas faire grand-chose. Donc, effectivement, si on a tendance à avoir cette génétique, à prendre du poids facilement ou avoir un métabolisme lent, on peut essayer de faire tout ce que je dis autour, mais il y aura toujours cette petite part. On ne deviendra pas quelqu'un à un métabolisme rapide si on a toujours eu cette tendance. Et ça, c'est vraiment la seule chose sur laquelle on ne peut pas jouer pour le moment. Bon, le test s'appelle, dans votre livre, votre métabolisme est-il tortue ou lièvre ? Et donc vous ferez le test et vous verrez à quelle famille de métabolisme vous appartenez. Alors, deuxième chose que vous expliquez et qui est importante de comprendre, c'est celle de l'équilibre alimentaire. Comment est-ce que vous définissez, vous, l'équilibre alimentaire ? L'équilibre alimentaire, c'est apporter les nutriments essentiels et les macro-éléments, donc glucides, lipides, protides, essentiels à son bien-être, à sa santé et donc par voie de conséquence à son poids. C'est toujours pareil, la diététique, à mon sens, c'est pas perdre du poids pour être en bonne santé, c'est faire ce qu'il faut pour être en bonne santé, et la conséquence, c'est qu'en général, on est à un poids correcte, voilà, en tout cas adéquate, parce que je le rappelle, il y a des personnes quand même qui ont toujours été en surpoids dans leur vie et qui sont en bonne santé. On parlera peut-être après de l'IMC, qui n'est pas forcément une valeur à 100%. Le fait d'être fit, c'est pas forcément un indicateur de bonne santé. Exactement, c'est important de le dire. Bon, ça, c'est plutôt pas mal, c'est un bon début, mais c'est pas forcément un indicateur. Et donc l'équilibre alimentaire, déjà, on va dire que sur un repas, l'idéal, c'est d'avoir, si on ne cherche pas à perdre du poids, je donne une image, dans l'assiette, c'est d'avoir un tiers de légumes, un tiers de féculents et un tiers de ce qu'on appelle les protéines, viande, poisson, œufs ou équivalent si on est végétarien, donc les légumineuses. Ça, c'est si on est en stabilisation de poids. En revanche, si on veut perdre du poids, l'image la plus simple à se faire, c'est d'avoir la moitié en légumes, un quart de viande, poisson, œufs ou équivalents végétaux et un quart de féculents. Ça, c'est l'équilibre avec un dessert qui peut être un laitage et ou un fruit. En gros, on est là-dessus. Mais équilibre veut dire aussi des plus et des moins. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit à une part de gâteau au chocolat à l'anniversaire de son fils. Voilà, on a le droit, bien sûr. Là, quand je l'explique sur un repas, mais l'équilibre se fait sur la journée, voire même sur la semaine. Sur la semaine, oui. C'est pas parce que vous avez fauté sur un repas que c'est la cata. Voilà, oui. Et c'est comme ça qu'on tient d'ailleurs
à long terme. Sinon, on ne tient pas. Nous sommes des humains. Donc il faut comprendre que ça se construit sur plusieurs repas, donc ça c'est important. Exactement, c'est surtout ça. On ne faut pas se focaliser sur les erreurs. C'est pas parce que on a été. Et si erreur, si on peut l'appeler comme ça, si erreur il y a, prenez plaisir à faire cette erreur. En plus, si vous culpabilisez d'avoir mangé cette part de gâteau au chocolat, eh bien vous allez sécréter cette fameuse hormone du stress qui est le cortisol et aller dans le mauvais sens. Donc autant savourer, se faire plaisir, et puis c'est pas grave, ça reprendra tranquillement derrière. C'est l'accumulation qui va être problématique. Ouais. Comment est-ce que vous gérez la question des quantités ? Parce que là, vous avez dit un tiers, un quart, bon d'accord, mais vous savez, il y a des gens qui peuvent manger beaucoup en quantité. Sans forcément passer par des grammages, ce que je peux faire avec certains patients au cabinet qui ont besoin de chiffres. J'aime bien travailler, je le mets dans le livre, avec les portions, avec les mains. Ouais. Alors moi, j'ai travaillé beaucoup en pédiatrie, c'est ce que je faisais en pédiatrie avec les enfants, quand j'étais diététicienne hospitalière. Et donc, il y a une petite technique. Par exemple, le féculent, on dit que quand on ferme le poing, c'est la taille de la quantité de féculents qu'il faudrait dans l'assiette, par exemple. Ça donne une idée, bien évidemment. Certains ont des grandes mains, d'autres des plus petites, mais en général, les grandes mains sont justement des mains de personnes plus grandes, et ça va assez bien. On va avoir, par exemple, la main ouverte, juste la paume, ça serait la viande, la main entière, ça serait le poisson. Voilà, il y a ces petites techniques comme ça. Le fromage, en général, on prend le pouce, c'est à peu près cette taille-là. Bien évidemment, sur une part de camembert, c'est très difficile d'avoir la taille d'un pouce. C'est pour ça que là, j'interviens en disant souvent que c'est un 1/8 de camembert, les portions individuelles qu'on va retrouver. Voilà. Ce que je veux dire, surtout, c'est que oui, il y a des quantités, il y a des guides, mais ne soyez pas au gramme près. Voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, il faut s'affranchir de cette dictature du grammage. Oui, voilà, oui. Oui, complètement. En tout cas, il peut être un indicateur premier les premiers jours pour certaines personnes qui ne sont pas trop au courant de ce que c'est 120 grammes de viande. Mais après, il faut s'affranchir de cela, je suis d'accord. Alors, je vous présente une méthode ce matin, 90 jours pour hacker votre métabolisme avec Sandra Ferreira, qui est avec nous, diététicienne et nutritionniste. Votre livre est publié chez Vuber. Pourquoi 90 jours ? 90 jours, parce que par expérience, encore une fois, c'est ni trop long pour mettre de bonnes habitudes en place, et ni trop court pour les mettre aussi en place. Alors certains diront 90 jours, ça paraît le bout du monde. Ça fait 3 mois à peu près. Oui, 3 mois. Ouais. Si on fait plus court, les habitudes ne se mettent pas bien en place. J'ai remarqué auprès de mes patients, il faut au moins 3 mois pour que les habitudes se mettent en place. Il y avait ce mythe des 21 jours à une époque. C'est un peu rapide. C'est-à-dire que, mais c'est vrai que ça vend plus de rêve de se dire 21 jours, c'est fini, j'ai tout acquis. 90 jours, ça demande un peu plus d'endurance. En revanche, si j'avais dit 1 an pour hacker son métabolisme, ça peut vite décourager. Donc 3 mois, on est dans un bon intermédiaire, ce qui ne veut pas dire qu'après les 90 jours, c'est terminé. Il se passe encore des choses. Ceci dit, si vous perdez 2 kilos par mois pendant 1 an, vous voyez ce que ça fait au bout de l'année. Alors Merci de le dire. C'est vrai que ça paraît long comme ça, mais quand vous regardez les photos, il n'y a pas photo. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que vous faites bien de le rapporter à l'année. Même 1 kilo par mois, on est déjà à 12 par an. Ça dépend. Fait 12 par an, déjà 12 c'est kilos, déjà pas mal. Ça fait 10%. De taille de vêtements, voilà, 10% en fonction d'eux. D'ailleurs, pour parler des 10%, on sait que quand on a perdu, des personnes ne savent pas combien de kilos ils doivent perdre pour être en meilleure santé. Les études démontrent que globalement, si on a perdu 10% de son poids initial, on est déjà en meilleure santé. Ce que répète le docteur Alouche régulièrement, mais 10%. Oui, c'est bonjour au docteur Alouche, que j'aime beaucoup. Ah oui, voilà. Donc régulièrement, 10% déjà. C'est vrai que pourquoi il faut se donner du temps en fait. C'est pas un sprint. C'est exactement ce que je dis dans le livre. On est des coureurs de fond et pas des sprinteurs. Il faut vraiment travailler ainsi. Ouais. Alors vous déconstruisez un certain nombre d'idées que beaucoup de diététiciens d'ailleurs ont popularisé, ont contribué à populariser. Par exemple sur l'histoire des féculents le soir, en disant qu'il fallait pas manger de féculents le soir. Ouais. Et vous dites que non. Non, vous pouvez manger des féculents le soir. Alors, sauf cas particulier, bien évidemment, on parle du patient bien portant, pas avec une maladie particulière où il faudrait réguler un diabète. Voilà, là, on ne va pas dans ces cas-là. Mais manger des féculents, encore une fois, le soir,
il n'y a pas de souci. On a besoin d'énergie, comme on l'a évoqué juste avant, pour la nuit respirer, se retourner, rêver, tout ça dépense de l'énergie. Il n'y a pas de souci. Alors attention, il y a féculents et féculents. C'est sûr que si on se mange une énorme tartiflette, on ne sait pas ce qui va faire grossir en soi. Par contre, vous allez très mal dormir, et comme le sommeil, il faut qu'il soit plutôt réparateur, ça va être contre-productif. Mais les féculents le soient. Aucune étude scientifique sérieuse n'a démontré qu'il n'en fallait pas. Là où il y a beaucoup d'interrogations, c'est sur la place du pain quand on rentre dans une démarche de perte de poids. Alors, amis ou faux amis ? Amis, si je devais le mettre. Le pain, je le mets dans amis si je devais le mettre quelque part dans un groupe. Parce que le pain est fait à base de blé, les pâtes c'est fait à base de blé, donc on est dans la même famille des féculents, qu'on appelle aussi produits céréaliers. Il n'y a pas de souci. Bien sûr, privilégier plutôt un pain qui serait riche en fibres, parce que les fibres limitent ce fameux index glycémique, qui est l'élévation de la glycémie dans le sang. Il faut éviter que ça soit un peu au taquet. Donc, un pain de seigle, aux céréales, va être bien meilleur pour la santé. Alors, c'est à peu près les mêmes calories que le pain blanc, mais ça va être l'impact qui est différent dans l'organisme. Oui, vous parlez de calories, pas d'index glycémique en fait. Ouais, en fait, voilà, faut bien différencier. Oui, c'est pas une notion que vous introduisez beaucoup, les index glycémiques. Non, j'introduis pas trop, mais je suis pas contre. C'est plutôt très bien. C'est juste que j'ai pas. Mais c'est pas votre méthode. C'est pas là-dessus que vous jouez. C'est pas un levier. C'est pas un levier, mais je suis plutôt pour. L'index glycémique, c'est plutôt bien de pas monter dans des index glycémiques trop hauts. Là où j'ai pas voulu en faire quelque chose d'important dans le livre, c'est qu'il faut pas non plus rentrer dans une obsession de je ne mange que des index glycémiques bas, parce que je vois malheureusement des patients à être trop dans quelque chose de restrictif ou obsessionnel développer de ce qu'on appelle des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Parce que quand il y a trop d'injonctions, on commence à devenir fou finalement. Oui, on est obsédé par ce qu'on mange. Voilà. Et je veux pas rentrer là-dedans. Pourquoi courir à jeun, c'est pas toujours un gage de perte de poids ? Alors, désolé chers sportifs qui couraient à Là, vous jeun. allez vous mettre les sportifs à dos, parce que alors, ça, c'est une idée qui Mais j'assume. Ouais. En fait, on a remarqué qu'il n'y avait pas... en fait, le corps, quand on court à jeun, déjà... l'énergie est moins bonne, on va dire mais non, il y a d'autres systèmes, bien évidemment il existe d'autres systèmes, heureusement qu'on ne meurt pas quand on court à jeun, donc pour avoir son énergie, mais on a remarqué que quoi qu'il arrive, le corps va rattraper dans la journée la valeur calorique. Alors courir à jeun pour au final que le corps demande ce qu'il a manqué le matin dans la journée, si on était là pour essayer de manger moins, ça marche pas. Donc autant avoir son énergie. Là où je mets un gros bémol, quitte à aller courir, ne mangez pas le petit déjeuner 20 minutes avant d'aller courir. Sinon, et la digestion et courir, c'est pas du tout agréable et même pour la performance, ce n'est pas bon. Donc c'est vrai que c'est courir à jeun, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais il faut pas non plus manger juste avant de partir, courir. Bien, alors par quoi vous commencez, vous, pour hacker le métabolisme ? Première étape de votre méthode. Première étape, l'équilibre alimentaire. Bon, c'est quand même la base. C'est d'apprendre à manger équilibré, ce que je disais juste avant. Au moins la moitié de l'assiette en légumes, un quart de viande, poisson, œuf, un quart de féculents, un laitage, un fruit, et d'écouter ses sensations de faim aussi. Si on a faim, si vraiment on arrive à détecter qu'on a faim et pas envie, ce qui sont des notions un petit peu différentes, si l'estomac gargouille, en général, c'est qu'on a faim, même si il n'est pas écrit 12h30, mais qu'il est écrit 11h30, c'est à table. C'est le corps qui demande de l'énergie. Donc ça, c'est la première chose, l'équilibre. La deuxième chose, l'activité physique. Surtout de type musculaire, donc 60-70% d'activité de type renforcement musculaire, musculation, le reste endurance, bien évidemment pour faire travailler son cœur. Donc la régularité de l'activité physique, ça ce sont les deux premiers piliers. Et puis viennent ensuite toute la gestion, donc il y a un conseil par jour sur la gestion du stress, avec éventuellement des exercices de respiration qui sont très très simples, comme ceux de la cohérence cardiaque, qui sont très simples et qui sont reconnus scientifiquement, surtout sur l'abaissement du taux de cortisol. Donc la gestion du stress, l'hydratation, pour ceux qui ont du mal à boire régulièrement, je donne des petites astuces. De l'eau. Ah oui, vous faites bien de le préciser. De l'eau, parce qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à boire de l'eau. Ouais, de l'eau
ou assimilé, c'est-à-dire tisane, on le met dedans. Café et thé aussi, mais attention, il y a de la caféine dedans, donc à pas boire à outrance, mais tout ça rendant la quantité d'eau. Il y a des petites choses pratiques dans le livre, déjà ne serait-ce que de s'acheter une jolie gourde, ça peut paraître bête, mais si la gourde est sympathique, on a plus envie de boire qu'une gourde toute moche. Voilà. Vous avez un avis sur les nouvelles, sur cette folie des pastilles qui donnent des goûts à l'eau? Alors, je suis pour et contre. Alors, pourquoi ? Parce que des personnes vraiment par expérience détestent vraiment le goût de l'eau. J'ai beau essayer de leur faire aimer, on n'y arrive pas. Donc pourquoi pas ? Attention, choisissez, et c'est là où je vais être contre, des pastilles vraiment qu'avec des arômes et pas un tas de choses chimiques en plus, d'édulcorants. Enfin, c'est vraiment trop dommage de se rajouter plein de choses. Et là où je vais être contre aussi, on n'éduque pas son palais. En fait, on habitue toujours son palais à avoir un goût sucré et c'est vraiment dommage. Donc l'intermédiaire, je dirais, de mettre un jus de citron, un petit jus d'orange dilué dans l'eau, ça donne un goût, mais sans rentrer dans les pastilles. Bon, après, si on les choisit bien, c'est pas non plus une catastrophe. Plein de vertus, c'est oui, en plus. Oui, c'est bon. Et les pastilles, après, elles peuvent être très intéressantes dans le cas des sportifs parce que ça permet une bonne réhydratation. Il y a souvent plus de minéraux selon les pastilles. Il existe aussi des petites gouttes, je citerai pas la marque, mais des petites gouttes comme ça, vraiment qui sont des extraits de fruits qui donnent un goût à l'eau où il n'y a pas de sucre ajouté, et c'est celle-ci souvent que je propose à mes patients. Ensuite, hydratation. Alors, on a dit hydratation, on a dit gestion du stress, le sommeil. Voilà, ça c'est un autre travail à faire sur les écrans avant d'aller se coucher. Attention, ça, on le dit, on le répète, mais rien de tel que de lire un bon livre avant d'aller se coucher, comme un très bon livre qui s'appelle 90 jours pour hacker votre métabolisme, par exemple. Mais il y en a plein d'autres de très bons. De changer ses draps, de se faire un lit agréable, que le lit ne soit que l'endroit du sommeil, éventuellement d'autres activités intimes, mais pas là où on va jouer aux jeux vidéo, à regarder les réseaux sociaux. Voilà, faut vraiment, pour le cerveau, complètement dissocier ça. Donc le sommeil, c'est vraiment un gros travail à faire là-dessus. Pour beaucoup de personnes, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Enfin, ça fait 20 ans que je travaille et j'ai l'impression que le sommeil se dégrade avec le temps. C'est une impression que j'ai au cabinet. Le microbiote, nous n'en avons pas parlé, mais agir sur le microbiote, c'est assez important. Donc le microbiote, je rappelle que ce sont toutes les bonnes bactéries qui se trouvent dans notre intestin. Non, on parle du microbiote intestinal. Et oui, le microbiote intestinal, qui sont les bonnes bactéries qui régulent beaucoup de choses. Elles sont là discrètement, mais elles travaillent pas mal sur sur le métabolisme, plein d'effets chimiques. Et ce microbiote, j'apprends dans le livre à quels aliments pour apporter ces bonnes bactéries, comme les yaourts par exemple, qui sont pleins de bonnes bactéries, ou une choucroute qui ne serait pas pasteurisée. Et puis, comment apporter... Là, vous parlez du chou, hein. Ah oui, pardon. Oui. Vous faites bien de le dire. Parce que le chou de la choucroute. Le chou de la choucroute. Parce que la saucisse, c'est un peu différent. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Et ou le kimchi, pour ceux qui connaissent, qui est un chou fermenté que vous adorez, Philippe, a priori, vu votre regard. Ça, c'est dur, ça, le kimchi. Mais bon, après, c'est une histoire de goût, effectivement. C'est une question de... voilà. Et puis, il y a les prébiotiques. Donc, les prébiotiques sont des aliments qui nourrissent ces bonnes bactéries, comme l'ail, comme l'oignon. Donc, n'hésitez pas à cuisiner avec ce type de choses. Tout ça va jouer. Comment avoir un bon microbiote aussi, c'est d'être en contact avec la nature. On sait que les gens qui ont des animaux, les gens qui ont tendance à travailler la terre, qui plantent, même si on n'a pas de jardin, dans un petit pot, tout ça, ça apporte des bactéries. Mine de rien, même si on se lave les mains, on sait que de temps en temps, on n'est pas parfait et ça enrichit. Faut pas être hygiéniste à 100%. Ah oui, oui. Non, moi, je suis pas pour être... Non, mais post-Covid, il y a eu cette mode de l'hygiénisme. Voilà, donc, je suis pas pour... voilà, le minimum vital, c'est normal. Si on a touché les selles de notre chat, ça vaut le coup quand même d'aller se laver les mains. Mais sinon, voilà. Ouais. Vous pouvez marcher pieds nus dans la terre. Et faites-le. Faites-le. Ah, quel plaisir.
Et puis, alors vous avez une partie sur la micronutrition qui est déjà un peu plus technique. Déjà, la micronutrition pour tout le monde, qu'est-ce que c'est ? La micronutrition, c'est la nutrition dans l'infiniment petit. On est vraiment dans les minéraux beaucoup plus petits. Je vais vous citer par exemple magnésium, zinc, c'est ces noms qu'on entend. Et c'est vrai que j'en parle un petit peu. Alors, je ne suis pas micronutritionniste, je le précise bien, mais je m'y intéresse beaucoup depuis plus de 20 ans et j'indique dans le livre certains micronutriments qui peuvent aider ou certaines plantes qui peuvent aider, comme je citerai la griffonia, qui est une plante africaine, ou la shagwanda, qui sont des plantes par exemple qui contiennent beaucoup de tryptophane, qui est une molécule qui permet à notre corps de sécréter la sérotonine, l'hormone de la sérénité, et comme je vous disais, il ne faut pas être trop stressé si possible, donc ça peut aider. On a le magnésium qui va aider aussi au métabolisme et à la détente de l'esprit. Il y a plein comme ça de micronutriments qui peuvent aider, mais encore une fois, et je le précise bien, ce ne sont que des indications dans mon livre. Consultez toujours votre médecin pour avoir son accord, puisque ça dépend aussi des traitements que vous avez. Et puis augmenter votre NEAT. Allez, on l'augmente là. Alors allez-y, d'ailleurs. Montrez-nous comment on augmente notre NEAT. Alors il y a plusieurs manières. Il y a tout simplement de bouger les mains quand on parle, mais ça c'est un peu mes origines méditerranéennes qui font que je suis comme ça. Mais ça peut être quand on est sur un travail posté au bureau, de monter les pieds sur la pointe des pieds régulièrement. Alors ça demande, c'est sûr, au début un petit entraînement. Après ça devient assez naturel. Donc bouger les pieds, ça peut être se lever régulièrement toutes les demi-heures pour aller boire, comme ça on boit en plus, donc ce qui est parfait. Ça peut être debout quand on travaille, marcher sur un tapis en même temps qu'on travaille si on peut. Et quand on passe un appel à quelqu'un, si on est dans la possibilité de le faire en marchant, là on augmente le NEAT aussi au quotidien. C'est bouger, être actif au quotidien. Passer l'aspirateur Et on se fait un petit squat en passant l'aspirateur. D'ailleurs, c'est un de mes conseils, c'est de faire le ménage. Pas de robot aspirateur. Non. L'aspirateur à l'ancienne. On a tout à y gagner. On fait le ménage, on a une maison propre et en plus on a eu de l'activité physique. Moi je pense que tout est bénef, comme on dit. Alors c'est vrai, quand on vous écoute, c'est simple. Finalement, il n'y a pas de, oui, c'est pas, y a rien c'est pas de compliqué. Une révolution au niveau des conseils. Voilà, il n'y a pas de restriction. Non, il faut pas. Il faut surtout pas. Pas de frustration, pas d'aliments interdits. Non, en tout cas, pas interdit, mais bien sûr qu'on ne va pas rentrer dans quelque chose de trop déséquilibré. En tout cas, s'il y a frustration, s'il y a quelque chose d'un sentiment négatif associé, il faut se poser la question du pourquoi. Est-ce que j'ai pas été trop stricte avec moi ? Est-ce que j'ai pas voulu faire les 90 conseils du livre ? Et je le dis bien, si déjà on en fait 50%, c'est déjà plutôt pas mal. Voilà, c'est l'évolution. C'est comme le fait de marcher 10 000 pas par jour. On en entend souvent Alors on est revenu sur les 10 000 pas, vous avez vu. Oui. Maintenant on est à 7 000. Voilà, on est à 7 000. Moi, ce que je dis même dans le livre, c'est que si on augmente de 2 000 ce qu'on fait habituellement, on est déjà bon. On en faisait que 3 000, on passe à 5 000. On en faisait 15 000 parce qu'on était très actifs, on peut passer à 17 000. Mais oui, 10 000 était un repère. Oui, non, mais c'est vrai, et ça a permis aux gens de plus marcher, de télécharger l'application. Oui, exactement. Moi, je trouve que c'était quand même bien pensé. Voilà, faut dire ce qu'il y a. Bien. Et la suite est dans votre livre, Sandra Ferreira, 90 jours pour hacker votre métabolisme, sur Viber. On vous retrouve sur ABC Talk. Oui, je suis sur ABC Talk et sur School TV aussi, qui est une chaîne dédiée à l'éducation de l'enfant. Je précise aussi, si besoin, en préface, j'ai été préfacée par Jessica Mellet, qui était une grande coach sportive, championne de fitness, qui offre d'ailleurs dans le livre une semaine d'activité physique. Donc voilà, si vous voulez au moins commencer, ça peut être. Et vous avez un programme aussi d'ailleurs pour ceux qui. Voilà, oui, donc, exactement. Tout est dans le livre. Il y avait des. Aujourd'hui, on peut télécharger des. Oui, j'ai mis un QR code. Des QR codes. J'en ai mis même en plus, avec des petites formations en plus. Oui, voilà, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci Sandra d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.